Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Ces derniers jours, je me suis penchée sur la question des aires astrologiques. J'avais envie de creuser un petit peu le sujet et à partir des informations que j'ai trouvées donc, dans les livres d'Alice Bailey et l'enseignement du maître tibétain, j'ai eu envie de partager ça avec vous à travers cette vidéo. Alors, je vous fais une petite synthèse, sachant que le sujet ne peut être abordé là que de manière assez, on va dire, superficielle, puisqu'évidemment, ça pourrait se creuser de manière vraiment, mais vraiment approfondie. On pourrait aller chercher des informations hyper intéressantes. En fait, on touche à l'astrologie mondiale quand on se penche sur la question des ères et donc des événements, des civilisations qui ont pu marquer chaque ère en particulier. Donc là, c'est, on va dire, un peu une initiation à cette question des grandes ères astrologiques. Alors, c'est quoi déjà une ère astrologique? En fait, c'est un phénomène astronomique puisque on a la Terre qui va traverser au niveau de son axe une constellation. Chaque constellation, la Terre va la traverser pendant environ 2150, 2160 années. Donc ça prend énormément de temps. Et donc ça veut dire que du point de vue astronomique, chaque ère va, de par le type de constellation qu'elle représente, influencer, avoir des impulsions, des possibilités offertes au développement de la Terre, pas seulement de l'humanité, ça affecte tous les règnes qui se trouvent sur la planète, et donc apportant comme ça justement des événements particuliers, des évolutions sur le plan de la conscience, des possibilités. Donc j'avais envie de me pencher sur effectivement le point de vue historique de l'évolution, plus particulièrement de l'humanité, parce que le sujet des autres règnes de la nature est un peu plus complexe, même si je vais pouvoir un peu en parler avec l'ère des poissons et l'ère du Verseau. Mais donc là, voilà, je mets l'angle sur le point de vue, le plan, pardon, de l'évolution humaine. Donc, comme je le disais, la durée d'une ère est d'environ de 2150-2160 ans, puisque la Terre met approximativement 25 920 années pour compléter une révolution autour des 12 constellations du zodiaque. Donc ça prend évidemment un temps fou, à l'échelle humaine, c'est énorme. À l'échelle, on va dire, planétaire, c'est sans doute, ou du système solaire, c'est sans doute pas si long que ça, mais à notre niveau, à notre perception du temps, c'est quelque chose d'assez immense. En gros, dans une ère, 100 ans ne représente pas plus de 4,65% de la durée totale d'une ère. Autrement dit, 100 ans, c'est moins que 5% de la durée totale d'une ère. Donc une vie humaine, si on met que une vie humaine peut durer à peu près 80, 100 ans, on est sur effectivement quelque chose de très bref dans la durée, dans la durée d'une ère. Donc les influences des ères s'enchaînent en une sorte de fondu enchaîné. C'est pas comme si on arrêtait l'influence d'une ère pour passer dans une nouvelle. C'est pour ça que la représentation qu'on en fait souvent, c'est celle qui prend la forme des courbes de Gauss, c'est-à-dire qu'on rentre dans une ère tandis que l'autre finit son travail et son influence. C'est d'ailleurs là bien souvent qu'il y a à la fois des points de découvert, de progrès majeurs effectués, mais aussi de cristallisation, c'est-à-dire que ce que l'air a permis de construire et de développer va devoir aussi laisser la place à ce que la nouvelle ère amorce comme influence, impulsion et développement sur le plan donc de l'humanité. Donc il y a un passage comme ça où les deux ères, on va dire, se superposent, ce qui rend en fin de compte assez difficile la possibilité de dater réellement le démarrage d'une ère. Donc je vais vous expliquer aussi pourquoi on peut difficilement dire quand est-ce qu'une ère commence. En tout cas, quand est-ce qu'elle commence réellement sur le plan, on va dire, de l'influence qu'elle peut avoir sur les êtres humains. Donc, grosso modo, l'ère des Gémeaux a eu lieu entre 6460 avant Jésus-Christ, 4300 jusqu'à 4300 toujours avant Jésus-Christ. Elle a donc ensuite été remplacée par l'ère du Taureau, puisque donc à ce moment-là, la Terre traversait la constellation du Taureau jusqu'à 2150 ans, où là, l'ère du Bélier a débuté. L'ère du Bélier s'est achevée à l'an 1, où l'ère des Poissons a vraiment commencé, même si encore une fois, elle a commencé avant. Simplement, c'est à ce moment-là que son influence a pu être particulièrement plus marquée, ou en tout cas, on est vraiment rentré dans le vif du sujet.
Et c'est pour ça aussi qu'on dit que l'ère du Verseau, certains astrologues l'ont datée pour un démarrage en 2150. Alors, à mon avis, on l'a déjà commencé depuis un petit moment, peut-être même 1700-1800, les années 1700-1800, on a déjà, à mon avis, des influences de l'ère du Verseau. Simplement, c'est vraiment à partir de 2150 ans que, on va rentrer dans le cœur du sujet de l'ère, du Verseau, parce qu'on aura aussi fini de quitter, l'ère des Poissons. Et donc l'ère du Verseau devrait durer jusqu'à 4300 années. Donc on a le temps de revenir en incarnation pendant toute cette période de l'ère du Verseau. Alors, si maintenant j'essaye de me pencher avec vous sur peut-être ce qui a pu être les développements de l'humanité pendant toute cette période. Alors évidemment, hein, c'est qu'une synthèse très à la fois brève et à la fois approximative, mais voilà, déjà quelques éléments marquants. Donc l'ère des Gémeaux, on était sur la période du néolithique, donc voilà, hein, vraiment les débuts, on va dire, de l'évolution de l'humanité, où on a, avec cette période-là, l'apparition des premières cultures céréalières, la domestication des animaux, donc on a ce côté aussi de développement des expériences. Les Gémeaux, le signe des Gémeaux, c'est un signe qui est là pour ouvrir le champ des possibles, ouvrir à de nouvelles expériences, connaissances, découvertes. Et donc l'ère des Gémeaux a pu être à ce stade de l'évolution de l'humanité une période d'ouverture sur de nouvelles possibilités. C'est notamment là que commencent à apparaître les toutes premières formes d'écriture. Alors en fait, on ne parle pas encore d'écriture, on parle de proto-écriture, c'est-à-dire en fait des représentations sous forme de fresques, sous forme de gravures. Il nous en reste encore sur les parois de certaines grottes. Il y en a plusieurs connues en France et évidemment ailleurs dans le monde. Et à ce moment-là, ce sont surtout les traditions orales qui dominent, avec la transmission notamment voilà, des mythes, des mythologies, des récits. Et c'est aussi une période où commencent à se développer les échanges culturels et économiques. Donc voilà, on est vraiment encore une fois sur les premiers stades avant même réellement les civilisations qui se sont développées par la suite, mais c'est un stade qui a permis d'ouvrir à justement la possibilité donc d'amener l'écriture dans ce monde, d'amener aussi la naissance des civilisations et le développement de l'agriculture. La sédentarisation a commencé à se faire vers, il me semble, le milieu et la fin de l'ère des Gémeaux, mais elle s'est accentuée pendant l'ère du Taureau. Donc le Taureau renvoie à tout ce qui est développement des ressources, exploitation des ressources naturelles, notamment des métaux. Or, l'ère du Taureau a été visiblement une grande ère sur le plan de la métallurgie, où d'ailleurs tout ce qui était artisan métallurgiste avait une position plutôt de pouvoir. Ils acquériient bien souvent une position importante dans les sociétés et les métaux sont devenus des symboles de pouvoir et de richesse. Les monnaies qui étaient donc frappées dans les différents métaux que l'humanité utilisait à cette époque-là. Donc il y a eu voilà tout ce développement dans l'ère du Taureau de l'utilisation des métaux. C'est là où on voit apparaître aussi les armures, les boucliers, les épées, etc., etc. Donc tout ça se développe particulièrement. Donc comme je le disais, l'agriculture, la sédentarisation s'accentue et c'est là aussi où commencent à émerger les premières grandes civilisations, les grands centres urbains, avec par exemple Uruk en Mésopotamie. La Mésopotamie a été une des premières grandes civilisations humaines. On est à environ 4000 ans avant notre ère. Et puis l'écriture cunéiforme, la première aussi écriture répertoriée, donc est également issue de la Mésopotamie. Et ensuite, on a toute la civilisation de l'Égypte ancienne qui a commencé à émerger à environ 3100 avant Jésus-Christ, qui a duré très longtemps. Elle a duré pendant une grande partie donc de l'ère du Taureau et jusqu'à 30 avant Jésus-Christ. Donc elle a couvert également une période importante de l'ère du Bélier.
Donc voilà, développement, de l'écriture, développement des métaux et de l'utilisation des métaux, développement également de la sédentarisation, l'agriculture. On va dire que c'est ce que j'ai repéré, en tout cas, hein, encore une fois succinctement, comme étant des événements relativement marquants de l'ère du Taureau. À cheval entre l'ère du Taureau, l'ère du Bélier, on voit émerger l'âge de bronze, hein. L'âge de bronze, c'est 3300 à 1200 avant Jésus-Christ. Et donc, au-delà de la civilisation égyptienne ancienne, hein, il y a eu d'autres civilisations qui sont apparues. Mais ce qui est aussi particulièrement intéressant, c'est que voilà, la grande apogée de la puissance égyptienne est sur la période de 1550 à 1070 avant Jésus-Christ, donc pendant l'ère du Bélier, où on voit apparaître des pharaons célèbres comme Ramsès II, Toutankhamon. Et le taureau, l'animal, hein, le taureau, est souvent représenté dans les mythes et mythologies, hein. Chez les Égyptiens, c'est Apis. Chez les Cananéens, c'est Baal, qui étaient donc considérés comme des divinités importantes reliées à la fertilité, notamment, hein, encore une fois, la fertilité de la terre, hein, donc reliée à l'agriculture. Fait intéressant également, donc, apparition de Moïse. Donc même si la période de vie reste encore incertaine, on le situe entre le XIIIe et le XVe siècle avant notre ère, donc pendant l'ère du Bélier. Et il y a un événement donc raconté dans les livres sacrés, hein, au sujet donc de la vie de Moïse et de son apport, de sa contribution. Il y a cette histoire où donc il va chercher les tables de la loi sur le mont Sinaï, et quand il redescend, il voit son peuple qui était inquiet de son absence se remettre à adorer le veau d'or. Et là, donc Moïse rentre dans une colère pas possible, et je crois même qu'il brise les tables de la loi. D'ailleurs, il va retourner en haut du mont Sinaï pour en chercher de nouvelles. Et cette symbolisation, en fait, la célébration du veau d'or renvoie à l'ère du taureau. C'est-à-dire que Moïse, qui lui est arrivé dans l'ère du bélier, se serait mis en colère parce qu'en fait son peuple repartait en arrière à célébrer le veau d'or, donc le petit du taureau, à célébrer un culte ancien, une ère ancienne, les anciennes divinités, alors que l'ère du bélier annonçait plutôt l'agneau, en fait, hein, comme symbole, et puis aussi une autre perception évidemment de la divinité que celle qui était majeure, hein, pendant l'ère du taureau, où on avait toutes les, encore une fois, civilisations égyptiennes, donc civilisations où on était sur des divinités d'un autre type, hein. Voilà, on allait avec l'ère du bélier sur une ère qui allait synthétiser, et donc qui a mené petit à petit l'idée d'un Dieu unique, et non pas, encore une fois, de divinité multiples. Là, on va dire c'est des époques entre guillemets païennes. Avec l'ère du bélier, on annonçait déjà l'arrivée d'un Dieu omniprésent, omniscient, Dieu avec un grand D. Et donc effectivement, Moïse ne pouvait pas tolérer que l'on reparte sur l'adoration d'une figure appartenant à l'ère précédente, avec donc le veau qui représentait la période de l'ère du taureau. Donc voilà pour quelques événements marquants identifiés. Pendant l'ère du bélier, on va voir aussi beaucoup de civilisations célèbres émerger. Donc les civilisations de l'Indus ont commencé en 2600 jusqu'à 1900 avant Jésus-Christ. Puis on va voir toutes les civilisations grecques, hein, mycéniennes, classiques, hellénistiques. Et donc l'époque vraiment hellénistique, la grande époque de la Grèce antique, on est sur cette période de l'ère du bélier. La civilisation romaine, hein, telle que on l'enseigne dans les livres d'histoire, avec la fondation légendaire de Rome qui se serait faite vers 753 avant Jésus-Christ. L'Empire romain a duré jusqu'à 27 avant Jésus-Christ. Donc là aussi, hein, il a eu un déclin à la fin de l'ère du bélier, afin de laisser la place à une autre forme de civilisation. Là aussi, on allait vers un Dieu unique, voilà, le monothéisme. Donc on déconstruisait quelque part d'anciennes
d'anciennes croyances, d'anciennes valeurs et d'anciennes civilisations. La Chine a eu également de grandes dynasties pendant cette période-là. Il y a une histoire un peu de pouvoir et de grandeur quand même avec le bélier. Donc l'émergence de grandes civilisations, de civilisations aussi qui ont pu poser des bases ou des fondements pour la suite de l'histoire de l'humanité. Le bélier, c'est le premier signe du zodiaque, donc on prend un nouveau départ, on tourne le dos à ce qui a pu être considéré comme des valeurs importantes ou un style de vie pendant l'ère du taureau. Donc effectivement, la civilisation égyptienne a eu son temps et a disparu, de même que d'autres civilisations. Et avec l'ère du bélier, on a également l'apparition de grands penseurs. C'est ce qu'on a appelé, enfin ce qu'un philosophe, dont je n'ai plus le nom, a appelé l'âge axial. L'âge axial, c'est une période qui va de 800 à 200 avant Jésus-Christ, donc on est plutôt à ce stade-là vers la fin de l'ère du bélier. Et donc, on voit émerger pendant toute cette période de grands penseurs, philosophes, des sages qui ont développé des visions du monde et des réflexions sur la condition humaine qui allaient donc fortement influencer les valeurs et les croyances futures. C'est l'époque donc de Confucius, Laozi, Bouddha, Zarathustra, les prophètes hébreux, l'écriture des Upanishads, etc., etc. Donc vraiment des grands courants de pensée, de philosophie et même d'éthique. Avant cela, déjà en 2100 avant Jésus-Christ, on a eu les premiers codes de loi. Donc au début de l'ère du bélier, les premiers codes de loi apparaissent, mais vont se développer pendant toute cette période de l'ère du bélier. Et donc, quelque part, cette ère aura pu commencer à poser des fondements de pensée sur la justice, la morale, les valeurs communautaires, voilà. Et donc, c'est aussi la période de Pythagore, Euclide, Archimède, c'est 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc, l'ère du bélier a été quand même une ère de renouveau, ou en tout cas de nouveaux, enfin de grands courants de pensée, philosophie, même sur le plan des mathématiques, voilà, même de l'astronomie. Il y a eu beaucoup, enfin beaucoup, sur une période qui couvre quand même énormément d'années, de grands courants de pensée et donc d'approches philosophiques qui ont émergé durant la période de l'ère du bélier. Et puis donc l'ère du bélier s'achève avec la naissance du Christ, avec l'arrivée du Christ, puisque donc nos années sont marquées, déterminées par cet événement qui est donc la naissance du Christ, même si on n'est pas sûr de la date exacte de la naissance du Christ. Il y en a qui disent que ça peut être 4 ans avant notre année officielle, voire 4 ans après. N'empêche que voilà, on est parti de... quand on parle d'année, on compte à partir de la naissance du Christ. Alors, je vais développer un peu ce qu'il en est des ères des poissons et de l'ère du Verseau. Avant ça, je voudrais vous expliquer un petit peu selon, enfin, quand on lit Alice Bailey, l'interprétation, la compréhension que j'en ai avec mes capacités, comment ça fonctionne quelque part et pourquoi c'est compliqué de dater réellement, en tout cas pour l'humanité, le démarrage d'une ère. Parce que même si d'un point de vue astronomique, on pourrait trouver les dates, précisément, il faut considérer ça comme étant des influences qui vont descendre par paliers. Donc une ère et une influence d'une constellation va déjà partir des plans spirituels pour descendre sur le plan mental, ensuite descendre sur le plan émotionnel et ensuite descendre sur le plan physique. Et quand on dit descendre sur le plan physique, ça veut dire que déjà elle se densifie, cette énergie, et elle va chercher à s'incarner très concrètement dans la matière sur le plan physique, et ça va prendre un temps fou, mine de rien. Donc c'est là effectivement où on voit que selon les stades de développement de notre conscience, tout un chacun, je parle de l'humanité, pour nous, le démarrage d'une ère ne va pas se faire forcément au même moment, selon où on en est. Si on est sensible, si on a un mental développé, on peut, en quelque sorte, démarrer une ère relativement rapidement,
tôt. Par contre, si on est plus, orienté, marqué, émotionnellement, ben, on va la sentir arriver plus tard, si je puis dire, les influences de cette, constellation qui va donc nous marquer. Et le temps que ça s'incarne après dans la matière et que donc il y ait des créations, des découvertes, des productions et puis que ça devienne plus partagé, que ça se répande un peu partout, ben, ça va prendre encore plus de temps. Donc effectivement, est-ce qu'on considère qu'une ère démarre vraiment au moment où on rentre astronomiquement sous l'influence de la constellation, ou est-ce qu'on considère que elle commence lorsque mentalement, intellectuellement, ceux qui ont donc un intellect mental développé peuvent commencent à en capter les influences et commencent à produire des choses qui sont impactées par ces énergies. Par exemple, on sait que a priori, hein, on est déjà rentré dans l'ère du Verseau depuis un moment parce que on a fait déjà des importantes découvertes sur le plan de l'énergie physique quantique, matière noire, et également la découverte, en tout cas la création d'internet, tout ça est quand même porté par la note de l'ère du Verseau. Mais ça a été amené par des personnes, des groupes de personnes bien souvent, hein, qui ont justement des capacités intellectuelles à capter ces énergies-là et donc à les retransmettre pour créer très concrètement des formes, des découvertes, des inventions qui sont quelque part l'influence, qui traduisent l'influence de l'ère dans lequel nous sommes, l'ère du Verseau. Et puis évidemment, ce n'est qu'un aspect des influences de l'ère du Verseau, hein, je vais y venir, il va y avoir bien d'autres choses au programme, si je puis dire. Donc il est aussi important de remarquer, je vais soulever 3 points, donc la façon dont une ère s'incarne petit à petit. Il faut aussi considérer que, voilà, quand une énergie arrive quelque part, on rentre dans une phase de contact et d'alignement. C'est-à-dire que, on est soumis à cette influence-là, mais en même temps, on est encore soumis à l'influence de l'ère précédente et donc, voilà, c'est là aussi où il peut y avoir une division au niveau un petit peu de l'humanité, hein, surtout, en ce moment, où vous avez encore des personnes qui réagissent très fortement aux influences de l'ère des Poissons, alors que d'autres, commencent déjà bien à réagir à celles du Verseau. Donc ça crée aussi des clivages, ça crée un peu des oppositions entre 2 façons de voir, de penser, de considérer ce qui est vrai, de réagir, même dans les choses du quotidien, hein. Donc effectivement, la phase de contact se fait alors que, l'autre énergie, l'énergie précédente, l'ère précédente est en retrait. Donc actuellement, on est dans cette phase-là, hein, puisque comme je le disais, on estime que c'est vraiment vers 2150 que l'on rentrera vraiment en plein dans l'ère du Verseau et qu'on sera sorti complètement de l'ère des Poissons. Donc on est en phase de contact et d'alignement, suit la phase d'imprégnation ou alors vraiment en fait, ces phases, elles n'ont pas vraiment de durée proprement dite puisque, encore une fois, ça dépend du niveau de conscience d'une personne, et voilà, de sa sensibilité, si elle réagit, assez, fortement, rapidement à, telle ou telle influence. Donc après, il y a la phase d'imprégnation où on peut percevoir plus clairement ce qui est à faire bouger, les propositions, on commence peut-être aussi à avoir des inspirations, des idées, mais aussi, c'est là aussi où on réagit un peu plus émotionnellement, où on a des aspirations, des envies, des désirs qui correspondent à l'influence de la constellation de l'ère concernée. Et puis, il va y avoir ensuite, ça peut prendre du temps pour le coup ça, la phase de mise en œuvre proprement dit où, on ne se contente pas d'imaginer, de penser, de rêver, d'aspirer à, on y va, hem, on est complètement imprégné par cette énergie et on, crée dans notre quotidien, dans notre façon d'être, dans nos relations aux autres, ce qui est, quelque part habité par, la constellation, dans laquelle nous nous trouvons. Donc ça va prendre du temps évidemment, hein, pour l'ère du Verseau, puisqu'encore une fois, on est encore qu'au début de son influence, bien que, hein, les personnes qui sont encore une fois les plus, évoluées ou qui ont une affinité particulière avec l'influence du Verseau vont, ils réagissent, déjà, ils créent déjà des formes concrètes qui correspondent aux qualités, aux valeurs de l'ère du Verseau. Et puis après, hein, en bout de course, il y a la phase d'intégration
où effectivement, ça devient un acquis, ça devient vraiment quelque chose qui a modelé, les civilisations, qui a modelé la vie telle qu'elle existe, donc c'est bien instauré et c'est quand c'est bien instauré que, à ce moment-là, l'ère suivante, arrive et demande aussi à être perçue pour, que soient suivies, ces influences, ces impulsions et que donc de nouvelles possibilités puissent se mettre, petit à petit en place. Donc voilà, quatre grands temps et ces 4 grands temps, hein, donc contact et alignement, imprégnation, mise en œuvre proprement dite et intégration, on les retrouve aussi en fait, on les retrouve partout. On les retrouve aussi notamment dans la révolution solaire, hein. Donc chaque année, à notre date d'anniversaire, jusqu'à notre prochain anniversaire, nous, rentrons sous les influences de, là pareil, hein, constellation, particulière. Mais effectivement, nous allons passer pendant cette année, pendant ce cycle, par ces 4 phases, tandis que les influences de la précédente révolution solaire, vont continuer, sur la 4e phase d'intégration. On commencera la phase de contact et d'alignement, et qu'effectivement, voilà, on va, petit à petit, faire de la place, si je puis dire, aux nouvelles influences. Donc ça, on le vit, on va dire, chaque année avec nos révolutions solaires. Donc c'est la même chose pour des cycles beaucoup, beaucoup plus grands que sont les ères. Et en plus, les ères vont concerner pas qu'une seule personne. C'est pas individuel, c'est vraiment du collectif. Et comme je le disais, ça concerne également les autres règnes de la nature. Donc l'ère des poissons, donc qui a débuté vers sans doute un peu avant, hein, avant même la naissance du Christ. Il y avait le tout début de l'ère des poissons et puis donc qui devrait être complètement achevé en 2150 pour que effectivement l'ère du Verseau, elle, qui a démarré plutôt, comme je vous le disais, à mon avis vers 1700-1800, il y ait effectivement la place qui soit faite à l'ère du Verseau et que l'ère des poissons, elle aura fait son boulot et donc elle pourra laisser le champ libre. Alors, chaque ère est non seulement gouvernée par une constellation, mais également par un rayon. Alors, la question des rayons est un sujet un petit peu méconnu, puisqu'il faut avoir lu Alice Bailey pour connaître les rayons. L'ère des poissons était gouvernée par le rayon 6, qui est le grand rayon d'idéal et de dévotion. L'ère du Verseau sera et gouvernée par le rayon 7, qui est un rayon d'organisation, d'ordre, de rituel. Et donc, ça va aussi complètement changer la note, puisque déjà, on est sur 2 rayons qui sont très différents. L'un est pair et donc beaucoup plus sur des qualités, tandis que l'autre est impair et qui demande de travailler avec les idées et l'incarnation des idées. Donc, on pourrait avoir un grand développement des capacités de l'intellect avec le rayon 7, tandis qu'avec le rayon 6, ce qui était beaucoup développé, c'était justement la dévotion, l'idéal, donc la foi, hein, d'où l'émergence aussi de grandes religions monothéistes. Et donc effectivement, après tout ce qui touche à la foi et les idéaux, la construction des églises, des cathédrales, des synagogues, des temples, etc., etc. Donc ça a été vraiment une grande époque pendant l'ère des poissons. Et d'ailleurs, ça a nettement ralenti, hein. C'est vrai que je ne sais pas, hein, je pense qu'on en construit encore, mais on en construit nettement moins que pendant toute l'ère des poissons. Pas uniquement parce qu'il y en a déjà plein, mais simplement parce que comme cette ère est en retrait, toute cette forme-là, toute cette énergie-là de dévotion envers une religion, c'est pas qu'elle périclite, hein, on aura toujours des religions, mais elles vont se transformer. En fait, avec l'ère du Verseau et le rayon 7, tout va se transformer. La religion va continuer à exister, mais pas sous la forme de l'ère des poissons. On est censé passer à une autre forme de religion. Pareil dans les champs politiques, de l'éducation, de la santé, enfin tout va être profondément transformé. Et c'est pour ça, hein, qu'il y a encore une fois des choses qui sont en déclin. C'est parce que l'énergie de l'ère des poissons se retirant, elle n'est plus là pour nourrir les formes qu'elle a nourries pendant toute la période où elle était particulièrement présente, tandis que l'ère du Verseau, se faisant chaque décennie de plus en plus puissante, elle demande aussi à ce que elle soit perçue. Et donc en fait, c'est un déplacement quelque part d'énergie et de conscience qui doit se faire. Donc attention, si je puis dire, à ne pas nourrir excessivement quand on a des formes de conscience
évoluer, ce qui est issu de l'ère des poissons parce que de toute façon ça n'est plus, adapté. Alors je dis pas qu'il faut plus aller à l'église, ce genre de choses ou prier et cetera, mais c'est que voilà, il y a des choses qui cherchent à évoluer donc ça n'est pas forcément, enfin les attendus sont pas forcément de maintenir ces formes, ces formes. Donc le sens du sacrifice a été aussi beaucoup développé pendant l'ère des poissons, hein. C'est toute, on va dire, c'est toutes les histoires des sauveurs, hein, dont le Christ était une grande figure, hein, mais pas uniquement, hein. Et puis l'énergie d'amour, hein, qu'a apporté le rayon 6 et qui fait que l'amour est quand même un sujet central de notre quotidien, un sujet délicat, un sujet sensible, mais n'empêche que c'est un sujet important, hein, voilà, hein, ce qui explique aussi le succès de beaucoup de livres, films romantiques, et puis toute l'importance, hein, des relations amoureuses. Mais c'est pareil, on va revisiter et redécouvrir ce qu'est l'amour pendant l'ère du Verseau, parce que l'amour est très teinté par l'émotionnel encore, hein, de l'ère des Poissons, mais il existe un amour supérieur. Et l'ère du Verseau, le rayon 7, va nous amener aussi à revisiter notre perception et notre compréhension de l'amour. L'ère des Poissons a été une grande ère d'individualisation. Ça a pris du temps, hein, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça n'est pas encore le cas pour absolument tous les êtres humains sur la surface de la Terre, mais n'empêche que ça a été une ère où l'ego individuel a été stimulé à se construire. Donc construction et rayonnement, d'où aussi, hein, l'attrait pour les personnes qui sortent un peu du lot, celles qui ont quelque chose d'assez charismatique, brillant, qui semblent bien réussir. Donc voilà, l'ego, hein, a été beaucoup construit pendant l'ère des Poissons, ce qui a donné aussi lieu au développement de la compétition, au développement, oui, du bonheur aussi, hein, du bonheur individuel. La loi du plus fort un peu aussi, hein, quand même, et puis le droit à exploiter la planète pour ses désirs et satisfactions personnelles, mais qui a permis aussi le développement des libertés individuelles et donc des lois qui encadrent les libertés individuelles. Donc voilà, il y a eu tout ce développement de la reconnaissance de l'individu, de l'ego, et donc l'accès au bonheur individuel. L'ère du Verseau va mettre l'accent sur le groupe. Alors le groupe qui va devenir l'élément majeur de créativité dans ce monde, et donc les égos ne vont pas s'effacer ou être brisés, piétinés ou quoi que ce soit. Il s'agit surtout pas de mettre l'ego dans sa poche ou je ne sais pas trop quoi, mais c'est de le remettre à sa place dans une dimension de groupe, dans une dimension d'inclusivité, de collectivité. Donc on va être moins dans une ère où on va avoir, je sais pas, tel nom, telle personnalité qui va ressortir. On va être beaucoup plus sur des contributions de groupe. Ce qui est d'ailleurs le cas d'Internet, hein, parce que si je devais vous demander qui a créé Internet, je pense pas que vous puissiez me dire qui c'est. Il n'y a pas de nom associé, il n'y a pas un ego associé à la création d'Internet. Et à cette image-là, pourtant, hein, il y a eu des personnes qui ont travaillé à nous permettre d'avoir dans nos vies l'accès à Internet. Et donc l'ère du Verseau va apporter aussi des contributions qui vont être des contributions avant tout portées par des groupes. Donc il est dit, quand on lit Alice Bailey, que la grande contribution technologique de l'ère des Poissons, ce fut l'électricité. Donc l'ère des Poissons, un de ses grands aboutissements, a été de nous permettre de développer l'électricité partout dans le monde. Et c'est vrai qu'on ne pourrait pas imaginer à ce jour un monde sans électricité, quoi. Ce serait pas possible. Et c'est, on va dire, dans la dernière période de l'ère des Poissons, c'est-à-dire dans les années 1700 à 1800, que l'on a eu les grands inventeurs, découvreurs, producteurs qui nous ont permis d'avoir le monde que nous avons aujourd'hui grâce à l'électricité, hein, avec des noms tels que Charles-François Dufay, Benjamin Franklin, Charles-Augustin de Coulomb, Alessandro Volta, Faraday, Edison, etc., etc. Donc voilà, ils sont arrivés à un moment où on était justement dans la phase de descente vraiment d'incarnation sur le plan physique, hein, mais derrière eux, il y a effectivement quasiment 2000 ans
d'influence de l'ère des poissons qui ont permis quelque part que lorsqu'ils sont arrivés, parce qu'ils étaient sûrement câblés pour travailler sur cette grande technologie qu'est l'électricité, ils ont pu donc parachever ce travail de l'ère des poissons qui était donc l'avènement de l'électricité dans notre monde. Donc voilà pour les grands axes de l'ère des poissons. Évidemment, il y aura encore plein de choses à dire, mais je vais en rester là. Si on regarde maintenant plus précisément ce qu'il en est de l'ère du Verseau, et toujours pareil, quand on lit Alice Bailey, d'ailleurs je vous mets sur la dernière page un code barre et l'adresse de mon site où vous avez des citations pour savoir où je suis allée chercher ça dans Alice Bailey. Vous avez donc des passages de ces livres qui évoquent l'ère du Verseau et l'ère des poissons. Tout ne vient pas dans mes écrits dans ce document d'Alice Bailey, puisqu'effectivement j'ai fait aussi des recherches concernant les civilisations passées, mais voilà, ce que je vous propose concernant l'ère du Verseau, et là je voulais vous parler des 3 décans qui constituent l'ère du Verseau. Il faut savoir que voilà, ça vient d'Alice Bailey et vous pourrez accéder aux références en scannant le QR code ou en allant voir à partir de l'adresse du site que je vous mets sur la dernière page. Donc 3 décans. Le premier décan, alors un décan c'est un tiers en fait de la période d'un cycle, donc là dunaire, tout comme dans un signe astrologique, il y a également 3 décans. Donc on est a priori on est dans le premier décan de l'ère du Verseau, qui est donc gouverné par Saturne. Saturne qui est pas la planète la plus fun qui soit, parce que c'est une planète qui à la fois nous stimule à récolter un certain karma, à prendre nos responsabilités, et en fait c'est une planète qui nous incite à faire le choix. Donc un décan si je le remets sur la période lunaire, c'est à peu près 716 ans environ, donc en gros 716 ans d'influence de Saturne. Ensuite on passera à Mercure pour le deuxième décan, là aussi à peu près 716 ans, et puis troisième décan ce sera Vénus. Et donc Saturne est là pour quelque part aussi participe à précipiter la fin de l'ère des poissons, mais aussi les conséquences de tout ce qui a pu être initié pendant cette ère-là, donc conséquences qui peuvent être aussi bien riches et porteuses telles que, je vous disais, par rapport à l'électricité, mais aussi tout ce qui a pu être excessif dans le développement et l'exploitation des ressources, le rapport à la terre, les rapports humains aussi basés sur la compétition, la loi du plus fort, et voilà. Donc Saturne nous met face à ces conséquences-là. Donc c'est collectif, mais on est tous pris dedans, si je puis dire. On est dans le grand bain, dans le grand bateau de la planète Terre, et donc de ce premier décan de l'ère du Verseau. Et puis Saturne est là aussi pour nous inciter, consciemment ou inconsciemment, on s'en rend pas forcément compte, mais à faire un choix, c'est-à-dire le choix entre rester dans l'ère des poissons, qui a donc encore son influence qui est présente, et le choix de passer à l'ère du Verseau, et donc de réagir et de répondre quelque part déjà à l'influence qui émane de cette constellation et du rayon 7, qui est donc le grand rayon qui gouverne l'ère du Verseau. Donc Saturne, on récolte, on fait un choix, et on essaye aussi autant que possible de prendre la responsabilité de nos vies pour avancer dans cette ère du Verseau, et peut-être si on pense que c'est notre place, d'y contribuer. D'ailleurs, par rapport à ça, en fait, ce qui est intéressant de relever, c'est que l'ère des poissons donc a été une ère de développement de grands idéaux. Mais ces idéaux ont été développés, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas actés, ils ne sont pas vécus. C'est là où on a eu le développement à la fin de l'ère des poissons de toutes les causes humanitaires, telles que Médecins du Monde, la Croix-Rouge, etc., etc. Donc tout ça a émané aussi de l'ère des poissons. C'est le côté sauveur, c'est le côté sacrifice, c'est le côté développement de l'énergie d'amour qui a mené le développement de ces causes humanitaires et ces grands idéaux, notamment des idéaux de paix, de liberté, etc., etc. Et l'objectif de l'ère du Verseau, c'est que ces idéaux deviennent des réalités concrètes, c'est-à-dire que l'on vive au nom
quotidiennement de ces idéaux. Pas juste que ce soit des aspirations, des rêves, mais que ce soit notre quotidien et qu'effectivement on vive un règne où il y ait de l'équité, il y ait la paix, il y ait la fraternité, hein, ça va être la note clé en fait de l'ère du Verseau. Mais bon, va falloir attendre le troisième décan. Hein, c'est l'instauration, enfin en tout cas l'inauguration de la fraternité. Donc bon, il y aura sûrement encore dans l'avenir, pendant la période des 2 premiers décans de l'ère du Verseau, il y aura encore des guerres. Hein, ça on va pas se voiler la face, mais a priori, si on est toujours là au moment du troisième décan, on devrait avoir tourné la page sur les guerres et toutes les grosses problématiques humaines, hein, la famine, même les grandes maladies, les maladies les plus graves devraient être éradiquées. On devrait, pendant l'ère du Verseau, être libéré de maladies telles que le cancer, par exemple. C'est ce qui, a priori, est annoncé. Donc effectivement, premier décan Saturne, on fait le choix, hein, on choisit consciemment, activement, de rester dans l'ère des poissons ou de nourrir et incarner déjà à notre mesure, à notre niveau de conscience, hein, les influences de l'ère du Verseau, sachant que voilà, on a encore beaucoup de choses à comprendre. Hein. Comprendre l'amour, ça va nous prendre un temps fou, mais voilà, on peut déjà aussi incarner la plus haute compréhension que l'on peut avoir de l'amour. Et puis après, donc pendant le deuxième décan, un décan, comme je vous disais, c'est environ 716 ans. Donc là, on devrait être à 2800 et quelques, 2900 années. Voilà, on passera sous l'influence du deuxième décan et de Mercure. Et là, ça devrait être une période d'illumination mentale et spirituelle. C'est-à-dire qu'on devrait avoir des grandes inspirations, des grandes idées, des grandes connexions qui voilà, vont participer aussi à vraiment révolutionner la vie sur la planète et donc faire que tout va changer, hein, comme je disais, hein, les gouvernements, les modes d'éducation, etc., etc. Tout ça est déjà un peu en route, mais ce qui nous attend a priori à partir du deuxième décan va être encore plus révolutionnaire, que ce que l'on peut déjà vivre actuellement. Donc, ce qu'on peut déjà remarquer au niveau donc du début de l'ère du Verseau, en fait, les indices qui nous disent qu'on a déjà qu'on est déjà rentré dans l'ère du Verseau, c'est que le rayon 7 est un rayon qui est très relié à la magie. Or, si on regarde quand est-ce que ont commencé à se développer les mouvements qui sont quand même assez en lien avec la magie, le spiritisme, etc., ça ne date pas quand même d'hier. Hein, donc, on est plutôt sur le siècle déjà un peu précédent, les années 1900, voire 1800. Donc c'est pour ça que, comme je vous le disais, je pense que voilà, l'influence de l'ère du Verseau, elle a déjà commencé à se faire sentir dans les années 1700-1800. Mais voilà, c'était, on va dire, les prémices. Et puis, actuellement, on a aussi beaucoup de films, d'histoires qui traitent de magie. Donc, on est vraiment, voilà, ça montre quelque part que on est quand même bien rentré sous l'influence du rayon 7, mais encore une fois, un certain niveau de perception et de compréhension, hein, comprendre ce qu'est vraiment la magie. On a du chemin à faire. Hein, c'est pas la magie telle qu'on la voit dans Harry Potter ou d'autres films, mais n'empêche, voilà, il y a quelque chose de cette dimension-là, des inspirations qui frappent les auteurs, qui frappent ceux qui voilà, nous partagent leur imaginaire quelque part. On a les influences de ces rayons-là. Idem hein, sur des grandes découvertes ou des grandes inventions, des grands progrès qui sont faits. Donc a priori, parmi les progrès assez rapidement quand même attendus, ça je ne sais pas si on va le voir de notre vivant, mais ça ne devrait pas non plus prendre trop de temps, il est dit que tous les transports que donc l'humanité utilise vont devenir à la fois beaucoup plus rapides et beaucoup plus silencieux et beaucoup moins polluants aussi, mais donc il est fort possible qu'il y ait une autre source d'énergie qui soit découverte et utilisée. Hein. Nikola Tesla avait fait ses propres découvertes à ce niveau-là, mais peut-être qu'il est arrivé trop tôt, peut-être qu'on n'était pas encore prêt, enfin bon voilà, mais il va y avoir comme ça des découvertes et des inventions qui vont amener une accélération et une réduction du bruit vis-à-vis, enfin effectivement, des transports.
Il va y avoir aussi donc la libération de l'énergie universelle. On va redécouvrir ce que Nikola Tesla avait commencé à mettre en place. Et donc si la grande contribution de l'ère des poissons sur l'humanité, ça a été l'électricité, pour l'ère du Verseau, il est annoncé que ce soit la psychologie, c'est-à-dire tout ce qui a trait à la connaissance de l'être humain, de sa compréhension et de ce qu'il est réellement, de la façon la plus intégrale possible, c'est-à-dire pas seulement un corps, des émotions, un intellect, mais aussi voilà, une âme, etc. Donc, à l'issue de l'ère du Verseau, on devrait avoir complètement aussi redéfini notre perception de l'être humain, de ses capacités, et donc de ce qu'il est en mesure aussi d'apporter dans ce monde. Et comme je le disais, donc ça va commencer avec le deuxième décan, hein, Mercure, l'illumination mentale et spirituelle. Je pense que là, il va y avoir un vrai boom dans le champ de la psychologie, où on va passer à un niveau supérieur de compréhension de l'être humain. Mais c'est pareil, ça peut commencer déjà avant pour les personnes qui ont et un attrait pour la psychologie et un mental, un intellect assez développé pour capter ce qui peut être les capacités, potentialités de l'être humain au-delà de ce qui est déjà reconnu et admis par la science et toutes les découvertes riches, hein, qui ont pu avoir lieu dans le champ de la psychologie. Et peut-être aussi dans le champ médical, hein, puisque c'est très lié au fonctionnement du cerveau, c'est très lié au fonctionnement du corps en lui-même, voilà, la découverte du corps éthérique, le fonctionnement des chakras. En fait, on retrouve aussi des découvertes ou des savoirs anciens, hein, qui datent encore une fois de l'ère, même avant l'ère des poissons, hein, l'ère du bélier, mais qui ne sont pas encore réellement incarnés dans notre quotidien, parce que si vous parlez de chakras à n'importe qui, dans le lot, il y en a qui vont vous raironner, hein, qui vont dire mais non, mais c'est quoi ces trucs, quoi, hein, voilà, parce que ça n'est pas considéré par la science, en tout cas au niveau de l'Occident, comme étant quelque chose de vrai, de réel et de prouvé. Bref, il est dit aussi qu'effectivement, comme je vous l'indiquais, hein, ces influences de grande ère ne concernent évidemment pas que l'être humain, hein, il faut pas, c'est là aussi où il faut sortir de l'ego et se dire que bah oui, c'est nous que pour notre pomme. Ça va créer aussi de grandes transformations, hein, sur les végétaux, sur les animaux. D'ailleurs, au niveau des animaux, on voit bien que le développement de l'amour a quand même fait son travail chez eux aussi, parce que beaucoup d'animaux se sont quand même rapprochés et continuent à se rapprocher des êtres humains, non seulement les chats, les chiens, avec toute la domestication et le fait que ce soit même pas des animaux, on va dire entre guillemets utiles, hein, mais que l'on a pour le plaisir, hein, de les avoir en notre compagnie. Mais vous prenez aussi des animaux dits féroces, hein, tels qu'un lion, je sais pas, même un renard, enfin féroce ou sauvage. Et en fait, vous vous rendez compte que ces animaux réagissent aussi très bien à l'amour, hein. Évidemment, il y a l'amour dans leur propre milieu, mais aussi là, il peut y avoir un attachement fort entre un animal dit sauvage et un être humain, hein. J'ai même vu une vidéo d'un quelqu'un qui s'entendait super bien avec un alligator. Bon, je dis quand même, c'est assez particulier, hein, parce que ça veut dire que l'animal est allé au-delà de son instinct naturel. Et qu'il a décidé qu'il n'allait pas manger cette, cette personne, que c'était plus intéressant pour lui de nourrir ce lien affectif. Donc l'amour s'est développé aussi dans tous les règnes de la nature, pas que chez les animaux d'ailleurs. Et dans l'ère du Verseau, on va voir aussi les capacités mentales qui vont se développer chez les chats, les chiens. Enfin voilà, les animaux vont eux-mêmes, je ne sais pas si on va dire devenir plus intelligents, mais vont développer aussi des capacités qui vont les rapprocher encore davantage aussi des êtres humains. Il y aura des découvertes aussi sur le son, parce qu'il y a un vrai pouvoir sur le son que l'on commence juste à identifier. Le son, les vibrations, les rythmes, bon voilà, il y a des choses, même la lumière aussi, il va y avoir aussi de grandes découvertes qui devraient être faites sur la lumière pendant toute la période de l'ère du Verseau. Et puis toutes celles qui ont été initiées sur la matière noire, l'énergie quantique, etc. Tout ça va se développer et sans doute participer aussi à la découverte de l'énergie universelle.
ou la redécouverte de l'énergie universelle. Et puis, il est dit que comme voilà, hein, certaines plantes vont plus ou moins disparaître ou se transformer parce que en fait, chaque, rayon est lié aussi à une couleur et donc certaines couleurs vont un peu ou s'affaiblir ou voilà, s'affadir, enfin je sais plus comment on dit, devenir un peu plus fade ou disparaître. Par exemple, la turquoise, la turquoise est censée, quand on lit Alice Bailey, perdre sa couleur parce que c'est une pierre, du rayon 6 et avec le rayon 7, ce sont les couleurs plutôt mauve, mauve, violette qui devraient devenir de plus en plus présentes et certaines fleurs pourraient justement un peu muter pour tendre de plus en plus vers le violet. Voilà ce que j'avais envie de vous proposer comme, 1er niveau de présentation des ères astrologiques et particulièrement donc de l'ère des Poissons et de l'ère des Verseaux. Évidemment, encore une fois, hein, c'est un sujet qui pourrait être énormément, creusé. Alors c'est pas mon domaine privilégié, hein, moi je suis plus sur la psycho-astro, mais tous ceux qui font de l'astrologie, cyclique, mondiale, peuvent avoir aussi, intérêt à creuser la question des airs, le font déjà à mon avis. Mais après c'est intéressant aussi, même quand on fait de la psycho-astro, pour situer un individu dans l'influence d'une ère donnée. Comme je vous le disais, certains d'entre nous réagissent encore bien à l'ère des Poissons, alors que d'autres sont plus déjà rentrés dans l'ère du Verseau. Et donc forcément, l'interprétation d'un thème ou l'interprétation d'une révolution solaire est différente selon nos façons de nous positionner face aux énergies qui nous influencent actuellement. Donc n'hésitez pas, si vous voulez avoir plus d'informations ou connaître mes sources, à scanner le QR code qui est sur cette page. Et pour le reste, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre présence sur ma chaîne, de votre écoute, de vos partages, likes, et à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.